Vous souvenez-vous de la célèbre scène avec le Joker où il évoque ses cicatrices? On va te dessiner un sourire. Et... Pourquoi es-tu si sérieux? Et voici comment elle sonnerait s'il n'y avait pas de musique. Laisse-moi te dessiner un sourire. Et... Pourquoi es-tu si sérieux? On peut en dire autant de la scène finale du film. La voici avec l'accompagnement musical. C'est un gardien silencieux et un protecteur vigilant. Le chevalier noir. Mais sans. Il est le gardien silencieux et le protecteur vigilant. Le chevalier noir. Avouez-le, sans musique, ces scènes ne marchent pas. Le fait est que la musique dans un film n'est pas simplement un fond sonore, c'est un personnage invisible de plus, qui guide habilement nos émotions dans la bonne direction. Ce personnage est dirigé et animé par le compositeur, dans notre cas l'incomparable Hans Zimmer. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les plus grands réalisateurs et studios choisissent Hans Zimmer, quel est son secret et comment il a révolutionné l'industrie pour devenir l'un des compositeurs les plus recherchés du cinéma. Prenons pour exemple quelques-unes des bandes originales les plus célèbres. Le thème du Joker dans le film Le Chevalier Noir, Inception, Interstellar du même Nolan et Dune de Denis Villeneuve. Essayons de comprendre où réside le génie de Hans Zimmer. Une musique puissante. Hans Zimmer, fondu au noir. Peut-être que certains ne savent pas qui est Hans Zimmer, mais si vous avez des oreilles et que vous pouvez entendre, soyez sûr que vous avez déjà entendu sa musique. Au cours de sa carrière, Hans Zimmer a contribué aux bandes originales de plus de 150 films. Oui, plus de 150. On y retrouve des films comme Gladiator, Mission, Impossible, Sherlock Holmes, Jeux d'ombre, entre autres. Même si vous êtes encore un jeune spectateur, vous avez peut-être entendu sa musique dans des dessins animés comme Kung Fu Panda, Baby Boss ou Le Roi Lion, pour lequel d'ailleurs il a reçu un Oscar. Et si vous êtes un passionné de jeux vidéo, vous avez sûrement entendu sa musique dans Call of Duty, Modern Warfare 2 ou Crysis 2. Si j'essayais d'énumérer tous les films avec sa musique, cela prendrait plusieurs minutes. Vous fermeriez probablement la vidéo et me mettriez un dislike. Alors faisons plutôt une petite expérience. Essayez de nommer vos 5 films préférés. Et il y a 99% de chances que l'un d'eux ait la musique de Zimmer. Voici la liste de ces films les plus célèbres. Mettez en pause et vérifiez que votre film s'y trouve bien. Et s'il n'y est pas, écrivez-le dans les commentaires. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et maintenant, parlons de la façon de distinguer une vraie bonne bande-son d'une bande-son médiocre. Une bonne bande-son est tellement parfaitement intégrée à la narration que tu ne remarques même pas sa présence, sauf peut-être lors de certains moments culminants. Prenons par exemple la scène où le Joker raconte à nouveau l'histoire de ses cicatrices, mais cette fois à Rachel. Pouvez-vous dire tout de suite s'il y avait de la musique à ce moment-là? Je suis certain que 99% d'entre vous ne se rappelleront pas ce qui jouait alors, ni même s'il y avait de la musique, mais il y en avait. Je me suis mis une lame dans la bouche et je l'ai fait moi-même. Et tu sais quoi? Elle ne pouvait pas me voir. Et la musique n'y est pas seulement présente, elle fonctionne à 100% pour réaliser l'idée du réalisateur. J'ai mis la lame dans ma bouche et je l'ai fait moi-même. Et tu sais quoi? Elle ne pouvait pas me voir. Elle est partie. Maintenant, je vois toute l'ironie. Maintenant, je souris tout le temps. En réalité, la bande-son influence la façon dont une scène sera perçue bien plus qu'on ne le réalise. Elle nous dicte littéralement ce que nous devons ressentir, même si nous ne nous en rendons pas compte. Frank Zappa a un jour dit « Parler de musique, c'est comme danser sur l'architecture ». Donc pour prouver à quel point la musique est importante, faisons une petite expérience.
Prenons la scène finale de Inception de Christopher Nolan, où Cobb rentre enfin chez lui. La scène est pleine de tension et d'espoir. Regardez et ressentez ce que la musique de Hans Zimmer apporte ici. James. Regardez qui est venu. Et maintenant, enlevons la musique. Les mêmes actions, le même Cobb, mais sans musique. James. Regardez qui est là. On sent la différence. C'est comme si quelque chose d'important avait disparu. Bon, continuons. Changeons la bande-son. James. Regardez qui est là. Admettez-le, tout a radicalement changé. Ici, j'ai inséré la bande originale du même Dark Knight, où voici un extrait d'Interstellar. La bande originale est aussi de Hans Zimmer. Tout cela, c'est la chambre d'une petite fille à chaque instant. C'est extrêmement compliqué. Ils ont accès à l'infinité du temps et de l'espace, mais ils n'y sont pas liés comme nous. Sans musique. Tout cela, c'est la chambre d'une petite fille à chaque instant. C'est extrêmement compliqué. Ils ont accès à l'infinité du temps et de l'espace, mais ils n'y sont pas liés comme nous. Et enfin, remplaçons la bande-son. Ils ont accès à l'infinité du temps et de l'espace, mais ils n'y sont pas liés comme nous. C'est pourquoi ils ne peuvent pas saisir un moment précis dans le temps et ne peuvent pas communiquer. Je pense qu'il va sans dire à quel point tout a changé. Au fait, écrivez dans les commentaires si vous avez reconnu d'où vient cette bande-son. Je vais vous donner un indice. C'est aussi une œuvre de Zimmer. La musique de Zimmer est sans aucun doute magnifique, mais elle a son prix. Hans Zimmer est l'un des compositeurs les plus chers d'Hollywood. Selon des estimations approximatives, il gagne entre 1 et 2 millions de dollars par film. Avouez que ce n'est pas une petite somme. Et pourtant, de nombreux réalisateurs renommés et de grands studios choisissent de travailler précisément avec lui, malgré le coût. Et ils reviennent encore et encore vers Zimmer. Alors, quel est son secret ? Essayons de le découvrir. Alors, quelle est la raison du succès de Hans Zimmer ? Commençons par sa principale superpuissance, la polyvalence. Il peut composer de la musique pour n'importe quel genre, des blockbusters épiques aux drames émouvants. Vous voulez quelque chose de monumental ? Voilà Gladiator. Vous avez besoin d'un drame historique plein de tension ? Facile, Pearl Harbor. Que diriez-vous d'une épopée spatiale captivante ? Voilà Interstellar. Des aventures ? D'accord, Pirates des Caraïbes. Des dessins animés ? Baby Boss. Zimmer est tout aussi convaincant dans des genres très différents. C'est précisément cette capacité à s'adapter à toutes sortes d'histoires qui le rend si demandé. Le deuxième point fort de Zimmer, c'est son sens de l'épique. S'il y a quelqu'un qui a porté les bandes originales à un niveau d'ampleur inédit, c'est bien lui. Il est difficile d'imaginer Dune de Denis Villeneuve sans sa bande originale qui imprègne littéralement chaque scène d'une atmosphère de grandeur. D'ailleurs, ce n'est pas leur première collaboration. Zimmer a également composé la musique pour Blade Runner 2049 du même Villeneuve. Encore une fois, cette dimension épique. Un autre exemple, sa bande originale pour la bande-annonce de Inception de Christopher Nolan. Il y a une histoire intéressante à ce sujet. Dans cette bande-annonce, Zimmer a utilisé un son curieux.
celui-ci. Rien de spécial, dirait-on. On entend souvent cela dans de nombreuses bandes annonces. Mais le fait est que ce son, qui est maintenant devenu un cliché, a été entendu pour la première fois dans la bande-annonce de Inception. Par la suite, il a tellement plu aux cinéastes qu'ils ont commencé à l'utiliser partout. Et des variations de ce son peuvent être entendues dans toute une série de bandes annonces ultérieures. Rimpak International Naval War Game. Got an unknown surface contact, 8,000 yards. Is this some kind of exercise? Bravo. Our nation. Hans Zimmer a radicalement changé l'approche de la composition des bandes originales de films. Lui-même en parlait ainsi. Hollywood était dépassé. L'idée était que tu devais écrire la musique sur papier, la donner à l'orchestre, puis il la jouait pour la première fois au réalisateur. Et donc, quand il l'entendait devant tout l'orchestre, il pouvait dire « Je n'aime pas ça ». Au final, tout le monde commençait à devenir fou, il fallait renvoyer l'orchestre et tout le monde rentrait chez soi. Tout était basé sur le compromis. Mais à chaque fois, c'était l'angoisse totale. Hans a profondément transformé ce processus en instaurant la discussion de la bande sonore avec le réalisateur dès le début de la production du film. Il convient de noter que, bien qu'une telle pratique n'était pas largement répandue, une approche similaire était également utilisée par d'autres compositeurs renommés, tels que John Williams. John Williams est sans doute le compositeur de musique de film le plus respecté de l'histoire du cinéma. Williams collaborait également activement avec les réalisateurs dès les premières étapes de la création du film, discutant des thèmes musicaux et des ambiances avant même la fin du montage. Ainsi, par exemple, en travaillant sur La Guerre des Étoiles, il a élaboré les thèmes musicaux avec George Lucas pendant le processus de montage du film. L'un des exemples les plus connus est Jurassic Park, où la musique de Williams a eu une telle influence sur le réalisateur que certaines scènes ont été retravaillées ou allongées afin de mieux correspondre aux thèmes musicaux. C'est exactement ce genre d'approche que Hans Zimmer a adopté. C'est pour cela que les réalisateurs de premier plan, comme Chris Nolan, l'apprécieront. La musique de Hans Zimmer dans les œuvres de Nolan ne se contente pas d'occuper une place particulière, elle influence aussi directement la création du film. Tout se passait à l'inverse. Je créais la musique à partir d'idées, puis j'ai demandé le film. Chris m'a dit que la musique devait venir avant et qu'il finirait le film ensuite. Voici comment Hans Zimmer en parlait. Quand j'ai rejoint le projet, Chris m'a dit « J'ai une idée. Je ne vais pas te dire de quoi parle le film, mais j'ai une page de texte. Peux-tu passer une journée avec ce texte et composer la musique qui te viendra à l'esprit ?» Ça ressemblait déjà à une aventure. Sur cette page, il y avait une petite histoire personnelle sur la relation entre un père et son enfant. Et j'ai composé ce qui est devenu un message d'amour à mon propre fils. Ensuite, j'ai appelé Chris et je lui ai dit « J'ai écrit, j'ai passé la journée à travailler sur la musique. Tu veux que je te l'envoie ?» Chris a répondu « Non, je viendrai l'écouter moi-même. » Il est venu dans mon studio à écouter la composition, puis je lui ai demandé son avis. Chris a répondu « Il semble qu'il soit temps pour moi de faire un film. » Après cela, il a commencé à me parler de cette immense fresque épique qu'il prévoyait, de la célébration de la science, de l'humanité, de l'espace et de bien d'autres choses encore. À un moment donné, je l'ai interrompu et j'ai dit « Mais Chris, tout ce que je t'ai donné, c'est un petit croquis modeste, et il est très personnel. » Ce à quoi il a répondu « Mais maintenant je sais ce qui deviendra le cœur du film. » Il s'agit du film Interstellar, et en fait, dans son petit texte, Chris décrivait la relation non pas entre un père et son fils, mais entre un père et sa fille, Cooper et Murph. Ici, bien sûr, Chris a rusé au sujet de la relation entre le père et le fils. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que ce fils n'était pas un fils, mais une fille. Parce que mon papa me l'a promis. Maintenant, je suis là, Murph.
Tout cela montre que souvent, Hans Zimmer ne se contentait pas simplement d'écrire la bande originale d'un film, il influençait directement la création de l'œuvre. Mais comme je l'ai déjà dit, cette approche, bien qu'elle ait été rare avant Zimmer, était tout de même utilisée par d'autres compositeurs. Et le simple fait d'utiliser ce concept ne rend pas Zimmer unique. En quoi réside son originalité et son innovation ? Pour comprendre cela, il faut examiner la biographie de Hans Zimmer. Je pense que la réponse s'y trouve. Je ne vais pas détailler la période de la biographie de Hans Zimmer où il était déjà compositeur de musique de film. Vous pouvez consulter la liste des films sur lesquels Zimmer a travaillé, ils parlent d'eux-mêmes. Je pense que les moments clés qui l'ont façonné se trouvent précisément dans son enfance et dans la première période de sa vie. Zimmer est né le 12 septembre 1957 à Francfort et dès son enfance, il a commencé à expérimenter avec la musique. Bien que le jeune Hans détestait les cours traditionnels et rigides, il trouvait toujours des moyens d'apprendre par lui-même. Comme le disait lui-même Zimmer, « Ma formation formelle, c'est 2 semaines de cours de piano, après quoi mon professeur et moi étions prêts à nous entretuer. J'ai été expulsé de 8 écoles, mais j'ai toujours entendu de la musique dans ma tête et j'ai tout appris par moi-même. » Zimmer a manifesté très tôt de l'intérêt non seulement pour la musique elle-même, mais aussi pour la façon dont on pouvait la modifier. Son père était ingénieur et selon Hans lui-même, il soutenait son désir d'expérimenter. Par exemple, il a eu l'idée d'attacher des tronçonneuses ou d'autres mécanismes au piano, ce qui terrifiait sa mère. Mais son père considérait cela comme une excellente utilisation de la technologie. À l'adolescence, Zimmer a déménagé à Londres, où il a commencé sa carrière en travaillant dans des styles et des genres musicaux très variés. Il a collaboré avec des groupes punk rock comme The Damned. Il a aussi enregistré avec plusieurs groupes, dont The Buggles. On peut même le voir jouer des claviers dans le clip de la célèbre chanson Video Killed the Radio Star. Hans a également travaillé avec des synthétiseurs et de l'électronique pour le groupe italien Chrisma, puis il a collaboré avec Ultravox. Comme vous le voyez, Zimmer jeune ne ressemblait pas au compositeur respectable que l'on connaît aujourd'hui. Il a expérimenté différents genres, ayant même travaillé avec un groupe de punk rock. Cependant, cette expérience a joué un rôle clé dans son succès ultérieur. Zimmer ne se limitait pas aux approches musicales classiques. Il utilisait activement des instruments électroniques et des synthétiseurs, ce qui l'a ensuite aidé à devenir l'un de ceux qui ont radicalement changé l'industrie des bandes originales de films. Dès le début de sa carrière, en travaillant avec le compositeur Stanley Myers, il essayait de combiner la musique orchestrale avec des sons électroniques. C'est précisément cette approche expérimentale qui a permis à Hans de créer des palettes sonores uniques pour les films. Je pense que vous avez remarqué la caractéristique clé de Zimmer, qui a peut-être surpris ceux qui ne connaissent pas sa biographie, à savoir l'absence de formation musicale classique. Et je pense que, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément cela qui a joué un rôle clé dans son succès. Zimmer, contrairement à beaucoup d'autres compositeurs, n'avait pas de formation musicale classique. C'est pourquoi il devait réfléchir par lui-même à toutes ces règles de base que les musiciens acquièrent grâce à une formation académique. Chaque pas dans son apprentissage musical était une révélation. Et c'est précisément ce processus de découverte autonome de nouvelles règles musicales qui permet d'apprécier chaque parcelle d'informations reçues. De plus, l'habitude de toujours chercher de nouvelles solutions et approches par sa propre expérience, parce qu'on n'a pas de formation formelle, permet à l'avenir de ne pas s'arrêter sur ce qui a déjà été accompli et de continuer à chercher et à expérimenter là où d'autres pourraient se contenter de solutions habituelles, pensant que tout est déjà bien connu et qu'il n'y a pas de raison de réinventer la roue. Ses collègues du métier soulignent justement cette particularité. Zimmer ne lit peut-être pas les partitions aussi rapidement que les musiciens formés de manière traditionnelle, mais c'est quelqu'un qui travaille facilement avec les fichiers MIDI et qui comprend parfaitement les technologies du son, la synthèse et les logiciels. Cela lui permet de passer instantanément d'un instrument à l'autre, par exemple du piano à la guitare électrique, créant ainsi des paysages sonores uniques. De plus, Zimmer s'est éloigné de la pratique standard, où chaque personnage d'un film avait son propre leitmotiv mélodique qui jouait lors de son apparition. Zimmer a commencé à expérimenter en modifiant son approche de la caractérisation musicale des personnages.
Par exemple, pour le Joker dans The Dark Knight, il a utilisé en fait une seule note qui, grâce au glissando, un glissement progressif, changeait la fréquence du son, créant ainsi un sentiment croissant d'anxiété. De plus, au lieu d'une mélodie, le caractère du personnage pouvait être représenté par un motif rythmique unique qui à lui seul donnait le ton et l'atmosphère de la scène. Ces expérimentations sont devenues la marque de fabrique de Zimmer, soulignant son approche novatrice de la musique de film. Sa maîtrise technique, sa capacité à expérimenter et son désir d'aller à l'encontre des règles traditionnelles ont fait de lui le compositeur que nous connaissons aujourd'hui. Avec tout cela, Zimmer est quelqu'un qui vit et respire littéralement sa passion, consacrant tout son temps libre à son activité. Voici comment il décrit lui-même ce processus. La peur, la panique, les révélations, la procrastination, les discussions, surtout avec le réalisateur et le directeur de la photographie pour connaître la palette lumineuse. Lire énormément de livres, toujours plus de procrastination, de peur et de échéance, jusqu'à ce que quelqu'un m'enlève la partition. La première chose à laquelle je pense, c'est la musique. Et la dernière chose, c'est aussi la musique. Je suis comme un moine, je vois rarement la lumière du jour, je parle sans cesse avec des musiciens et des réalisateurs, et j'essaie de passer le plus de temps possible à jouer de la musique. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous savez que cet épisode sort un peu du format habituel. D'habitude, j'analyse les personnages de films et de séries, pas des personnes réelles. Si vous avez aimé cette approche, soutenez la vidéo avec un like. Écrivez aussi en commentaire quelle personnalité réelle vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Si vous êtes ici pour la première fois, rendez-vous sur la page d'accueil de la chaîne, il y a beaucoup de choses intéressantes.